Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être là et de vous asseoir confortablement et silencieusement. C'est merveilleux, tout à coup le silence s'installe, la concentration est là. Bienvenue à la cérémonie annuelle du cours Enjeux mondiaux proposée par le Collège des Humanités de l'EPFL, une cérémonie qui compte plusieurs temps forts. Le premier temps sera celui des récompenses et le deuxième celui des punitions. Non, c'est pas vrai. Uniquement des récompenses ce soir. La première des récompenses ira aux meilleurs enseignants SHS 2023. Puis les lauréats du prix SHS Master 2023 et leurs enseignants seront ensuite récompensés. Regardez bien, puisque ça peut être vous. Nul n'est à l'abri de réussir son parcours en SHS. Ensuite seront récompensés les 12 meilleurs posters du cours Enjeux mondiaux de 2023, posters que tous les étudiants doivent réaliser en lien avec le thème de leur cours, donc vous aussi. Et 3 d'entre eux vous seront présentés par leur groupe. Voilà pour la première grande partie de cette cérémonie qui nous conduira vers 22h environ. Non, c'est pas vrai. Bon, j'essaie de voir. Je vais changer d'humour, je vous promets au fur et à mesure. Il ne sera pas 18h donc, et vous n'aurez pas encore faim quand débutera le second temps palpitant de cette cérémonie, le grand témoin. Donc le grand témoin, c'est chaque année une personnalité majeure de la scène politique, géopolitique, humanitaire, scientifique, qui vient vous parler de son travail et de son engagement, notamment sur ce terrain des enjeux mondiaux, et répondre aussi à vos questions sur ces thèmes-là. Et l'an dernier, les étudiantes et étudiants qui étaient à votre place ont eu la chance d'écouter le directeur général du CICR, Robert Mardini, ancien élève de l'EPFL. Les années précédentes, il y a eu notamment l'astronaute Claude Nicollier, le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, ainsi que le directeur de Human Rights Watch, Kenneth Ross, qui se sont donc relayés sur cette scène. Et vous, Vénard de 2024, vous aurez le privilège de rencontrer une femme brillante, la professeure Céleste Saulo. Elle est docteure en sciences de l'atmosphère, longtemps professeure, chercheuse qui, il y a quelques semaines seulement, le 1er janvier 2024, est devenue la première femme et la première ressortissante sud-américaine à prendre la direction de l'Organisation météorologique mondiale, organisme de l'ONU, donc qui coordonne la coopération internationale dans le domaine du climat notamment. Mais je ne vous en dis pas plus car son parcours vous sera présenté par l'étudiant lauréat du concours d'éloquence du Forum EPFL 2023. Il s'agit de Côme Gaillard. Voilà donc pour le programme, en sachant que Céleste Saulo, après sa présentation, vous laissera tout le loisir de lui poser les questions que vous souhaiterez. Voilà, c'est le programme de ces 2 heures à venir. Merci encore d'être là et je vous propose d'ouvrir vraiment les festivités en accueillant sur scène le vice-président académique de l'EPFL, le professeur Jan Estaven. Thank you very much, and welcome to this year's Grand Témoin. I can imagine many of you, when you came to EPFL, you were perhaps not thinking about courses like this or having to study what is happening in SHS, because you came here to study science and tech. And so the question perhaps is, why are you here, and why do we insist on you taking courses like this, social, global issues, solutions for sustainability, for society, etc. And I think it's important to realize that engineering today is not simply a technical science. We're all affected by the solutions that we develop and that ultimately the engineers and the scientists design. But if you want to have an impact, if the solutions are going to make a difference, you're going to have to work. You're going to have to understand the world in which we live. And an excellent example, perhaps one that we all can remember less fondly, is the pandemic, where you can have the best solution in the world, but if society doesn't accept the solution that you offer, it's an uninteresting solution.
So therefore, understanding society, understanding history, perhaps cultures, diversity, is absolutely essential for you to be able to bring your solutions into the world and make a difference. And this is why we have SHS as a core element of your time here at EPFL, is to strengthen the ability to understand the society in which you live and how you can change things, and ultimately to create a little bit of open-mindedness and creativity by learning how to work with people who think differently. Lawyers, doctors, social scientists, people in humanities, who just have a different way of thinking about things, but doing things together is how you make a difference. And one of the things that we are now introducing next fall in order to strengthen this is a course that all students are required to take, focused on sustainability. And it's precisely to try and understand how the expertise that you have in mechanical engineering and civil engineering, even mathematicians such as me maybe can find something to do in order to help the crisis that clearly we're in and that we're looking into. So these are all steps that will equip us to address these. And today's lecture is an excellent example of how to bring these things together and with the goal of understanding climate change and adaptation as we all need to do. So with this, I hope you will enjoy. I hope you'll have a good time. And I'm sure that the presenter will be looking forward to your questions as they come. So thank you very much and enjoy. Merci donc au professeur Jan Estaven, vice-président académique de l'EPFL. Ce cours Enjeux mondiaux, il fait partie de l'offre du cours de sciences humaines et sociales, donc, et le directeur du programme SHS est avec nous. Il s'agit du professeur Rudolf Mahrer, que nous accueillons à présent sur scène, qui va d'ailleurs remettre plusieurs prix. Rudolf Mahrer, merci. Cher Monsieur le Vice-président, chère Madame Saulo, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue dans le programme SHS. Vous aviez choisi d'étudier la mécanique, les sciences du vivant ou les mathématiques, et alors que vous avez passé l'épreuve du premier semestre à l'EPFL, chapeau, vous vous retrouvez dans un cours interdisciplinaire partagé avec tous vos camarades de l'école qui s'intitule « Enjeux mondiaux ». Pire, vous découvrez que ce bloc « Enjeux mondiaux » n'est que le premier étage d'une fusée qu'on appelle programme SHS, ou les SHS comme vous dites, et que vous allez devoir l'année prochaine étudier aussi la musique, la psychologie, la philosophie des sciences, ou même le droit. Bien sûr, je mets cette découverte en récit pour l'occasion, prévoyant comme vous l'êtes, vous connaissiez déjà le menu, mais admettons quand même que certains parmi vous découvrent et se demandent sceptiques pourquoi étudier les sciences humaines à l'EPFL. Le provost vous a déjà donné des éléments de réponse. Le scientifique et l'ingénieur doivent savoir communiquer leurs découvertes et les faire adopter leurs propositions. Je vais vous donner le point de vue du directeur du programme. Vous allez, dès ce semestre, étudier les sciences humaines parce qu'un bon ingénieur est aussi nécessairement un peu sociologue, un peu historien, un peu politologue, un peu designer, un peu manager, entre autres. L'ingénieur, en effet, n'applique pas seulement des techniques proposées avant et ailleurs. L'ingénieur et le scientifique interprètent, adaptent, créent. Et pour conduire ces innovations, il doit connaître la société à laquelle il participe et qu'il contribue à construire. Il a besoin de comprendre de cette société le système juridique, les logiques culturelles, éthiques, esthétiques, l'histoire. L'ingénieur doit savoir comprendre les discours qui donnent sens aux constructions et aux technologies. Dans quelles conditions certains comportements sont-ils considérés comme risqués ou non? Par exemple, boire de l'eau du robinet, faire du sport, manger de la viande, voyager dans un métro bondé. Les cookies que je laisse sur un site internet ont-ils une fonction utile pour l'utilisateur ou s'agit-il d'une exploitation commerciale de mes données personnelles? Le scientifique peut-il s'engager politiquement et dans quelle mesure cet engagement contribue ou au contraire peut nuire à son action scientifique? Jusqu'à quel point la mondialisation des technologies respecte la diversité des cultures?
Ces questions sont soulevées par des travaux d'étudiants que vous allez voir primés tout à l'heure ou par des enseignements du programme SHS. Ce ne sont pas des questions périphériques, ce ne sont pas des questions de culture générale, ce sont les questions de vos métiers, ce sont vos questions. Le programme SHS est là pour vous apprendre à les poser et un jour, idéalement, à y apporter des réponses. Pour y arriver, nous réunissons autour de vous des spécialistes des sciences, des technologies et de la société, dans une offre de cours que seule la coopération entre deux institutions universitaires réunies sur un même campus, l'UNIL et les PFL, permet de réaliser, et aussi le concours des deux écoles d'art les plus importantes de la Suisse romande, l'ECAL à Lausanne et la ED à Genève. Les SHS et les PFL sont là pour vous apprendre à communiquer et à faire adopter vos propositions, mais elles sont d'abord là parce que de votre compréhension du monde dépendent ces propositions. Une première partie de votre cursus SHS à l'EPFL sera appliquée. Des enseignants de différentes disciplines aborderont avec vous des problématiques sociales actuelles et qui réclament la convergence des compétences. L'alimentation, l'énergie, la circulation et bien sûr la durabilité, le défi ultime de nos générations. Durant la seconde et principale partie de votre parcours, de bachelor et de master, vous découvrirez les sciences humaines de base, les connaissances et les méthodes qui vous permettront de saisir des questions sociales nouvelles que soulève notre société en permanente transformation. Vous étudierez alors l'éthique, et pas seulement l'éthique de l'intelligence artificielle, parce que demain, une nouvelle technologie soulèvera de nouvelles questions d'éthique que cette formation générale vous permettra de mieux appréhender. Il s'agit pour nous de placer les sciences humaines au cœur de l'innovation. Je terminerai par donner la parole aux étudiants. Lorsqu'on leur a demandé ce que leur avaient apporté les SHS dans leur formation, les lauréats du meilleur projet de master, qui vont monter sur la scène tout à l'heure, ont répondu ceci. Donner une place aux sciences humaines durant notre cursus technique nous a permis d'ouvrir les yeux sur l'uniformisation grandissante de la société provoquée par la course mondiale à la technologie, en contradiction profonde avec les subtilités sous-jacentes du genre humain. Quelle meilleure expression de notre programme. Contribuer à des développements techniques orientés par la compréhension de l'humain dans sa complexité et sa diversité. Je vous souhaite, chères étudiantes, chers étudiants, un excellent cursus SHS et je me réjouis de vous y rencontrer dans un cours de linguistique en ce qui me concerne ou au cœur de section du Collège des Humanités pour discuter par exemple de thématiques nouvelles que nous pourrions aborder ensemble au sein du programme. Merci pour votre participation. Je monopolise encore un instant la scène avec le plaisir d'inviter à mes côtés celui qui a reçu le prix SHS de l'enseignement 2023. Je n'ai pas préparé d'enveloppe pour faire comme si je ne savais pas qui c'était, en l'ouvrant et en découvrant le nom de Jean-François Baird. On le connaît très bien puisqu'il enseigne au programme SHS depuis 2012. Il nous vient de la faculté de théologie et des sciences des religions. On étudie aussi un peu les religions dans le programme SHS. On étudie surtout les différentes modalités du savoir, les différents régimes de savoir à travers l'histoire. Et c'est un grand plaisir de te remettre, cher François, si je le trouve, le diplôme et le prix du meilleur enseignant SHS. C'est le premier. Je monopolise la parole, mais j'ai le droit qu'à 1 minute, m'a-t-on dit. Je me tourne vers Anne-Laure. 1 minute. En fait, on a tous eu la même idée, c'est-à-dire essayer de penser à vous qui allez suivre nos enseignements, voire même subir nos enseignements pour les prochaines années. Et donc, j'ai une pensée émue parce que je vais vous retrouver assez rapidement dans mes enseignements. Et donc, je me suis demandé comment faire pour essayer de défendre... alors, non pas que nous soyons attaqués, rassurez-vous, mais de défendre la place des SHS dans une école comme le PFL. Alors, on a les arguments rationnels, comme ceux que vient de donner Rudolf, redonner du sens, développer des compétences critiques, argumentatives, civiques, c'est un élément important. Vous donner aussi un peu de culture générale. Alors, c'est un peu vite dit, c'est un peu simplement dit, mais ça participe aussi des enseignements de SHS.
J'ajouterai peut-être un argument un peu plus personnel et qui me semble important et sur lequel on n'appuie pas suffisamment ou pas trop parce qu'il est assez difficilement explicable. Il y a un effet des SHS sur votre manière de penser les choses et peut-être surtout sur votre manière de poser les vraies questions. Et ça, malheureusement, c'est en vous confrontant au discours des SHS que vous allez peut-être avoir cet effet de réaction. Les SHS, ça va vous forcer à vous découvrir, ça va vous forcer à changer, ça va vous forcer à sortir du conformisme ambiant, ça va vous forcer en un mot à vous émanciper. C'est un terme que j'aime bien, c'est un terme à mon avis sur lequel il faudrait s'entendre, mais vous émanciper, c'est quand même un programme politique, social, culturel, pour le moins innovant, et Dieu sait qu'on aime l'innovation ici. Je vous remercie pour 7 minutes, j'espère ne pas avoir trop dépassé. Merci beaucoup en tout cas. Le prix SHS que je vais remettre maintenant récompense le meilleur projet de master réalisé dans le cadre du programme. Je remercie d'abord les membres du jury, parce que c'est un long processus de sélection, pour leur travail. Et j'invite à me rejoindre sur scène alors Marc Demangeau, Mathieu Gachet, Juliette Ars et Lucas Romano, que vous pouvez applaudir déjà. Ainsi que leur enseignante Aliénor Vautet, qui, avec Dominique Kunz-Westerhof de la Faculté des Lettres, a donné ce cours Homme-Machine l'année dernière et qui a accompagné le projet des lauréats. Merci beaucoup. Donc, professeur Rudolf Maher, et bravo aux gagnants et gagnants. Donc, nous étions ici avec ces récompenses et maintenant, on va passer au poster du cours Enjeux mondiaux 2023. Un petit rappel du concept des posters. Donc, durant la deuxième partie du semestre de ce cours, vous élaborerez un poster en lien au thème de votre cours, donc soit alimentation, climat, communication, énergie, mobilité ou santé. Et puis, vos enseignantes et enseignants choisiront le meilleur poster de chaque cours et chaque groupe, sachant qu'il y a 2 groupes par cours, A et B. Ça nous fait 12 posters. Merci de suivre attentivement. 12 posters sélectionnés donc, qui sont ensuite soumis au vote des étudiants et des étudiantes chargés de choisir les 3 meilleurs. Et c'est ce que vous vivrez ces prochains mois. Et c'est ce qu'ont vécu donc les étudiants de 2023 que vous allez voir. J'ai le plaisir d'appeler sur scène la première équipe de vainqueurs, les membres du groupe Communication B. Il s'agit de Rihab Belmeki, Laura Fayad, Martha Loul-Lopez et Johanna Mizrahi, ainsi que Juan Peroncelli. Bienvenue et bravo à vous d'ores et déjà. Le thème de votre poster gagnant, groupe Communication B, c'est Privacy or Cookies. Which tastes better? Eh bien, on vous écoute. Well, good evening, everyone. So for our SHS presentation, we will be talking about internet cookies. But before we jump into the purely technological aspect of our topic, let me introduce it by raising one simple fact. When you're browsing on the internet, your goal is to access a specific type of information in a quick, reliable, and efficient way. And when you click on a page and a sort of advert pops up asking you to accept cookies, the only thing you want to do is to get rid of it as quickly as possible in order to access the content you're actually interested in. And I'm sure that in this room,
Some of you have already accepted these cookies without knowing what they actually are. And this is what our topic is about. Indeed, throughout this presentation, we will be analyzing if the terms of efficiency and reliability are compatible with safety and privacy when surfing on the internet. So, what are cookies? Well, cookies are like small blocks of data that are stored in your computer and that keep a record of your interaction with an internet page. And now let's talk about their technical aspects. Do you wonder why, when you're doing online shopping and you spent hours putting items in your cart, and by mistake you close that tab, and when you open it back again, you still have the same items in your cart? This is thanks to session cookies. Or, for example, when you open the EPFL Moodle website, and magically your username and passwords are already typed in. This is thanks to permanent cookies. Or lastly, when you're watching a video online, but you have to leave midway, and when you come back, it resumes at the exact moment you left it off. This is thanks to first-party cookies. So there are different types of cookies, each one with its own specialty, trying to improve your daily life of browsing and to make it more efficient, personalized, and convenient. So now you might be asking yourselves, why do these producers use cookies? And simply put, it is because other than the little time it takes to build a text file, which is what a cookie is, there are no other significant costs for them. And not only that, but these cookies also allow these producers to store information about their clients, which is a kind of an advantage and a benefit for these clients because it improves their browsing experience. But it also puts them at a disadvantage because this stored information is then used for tailored advertisements. So how are cookies implemented and what are their dangers? Blindly clicking on the Accept All Cookies button has become an unconscious habit for most internet users. The fact is that enticement to accept cookies is embedded in the website design itself. This is known as a dark pattern, a meticulously designed user interface aimed at steadily influencing users to engage in certain actions. Have you ever noticed that, on the one hand, the Accept button is enticing and welcoming, while, on the other hand, the Reject button is often hidden, or at least it's hard to find? Well, this shows how the website subconsciously persuades you to accept the cookies without making you want to look any further. So we've seen that a lot of websites want us to accept cookies. And now you're probably wondering how that can be a bad thing. Well, cookies can have a big impact on our privacy. I think we can all agree that we don't want someone we don't know to know everything about us. Well, that's what cookies can do, by allowing the creation of a demographic profile based on the user that can, for example, approximate age, gender, as well as location, amongst other things. And so, with this profile, cookies can also be used for something that is called targeted advertising. For example, have you ever been on a website and then just saw an ad about something that you had already thought about buying? Well, that is called targeted advertising. And by using personal information inquired about you, advertisers can now target their ads based on what you might like, which can be very intrusive. As an attempt to solve these overwhelming privacy issues, some regulations have been implemented. For instance, the EU's General Data Protection Regulation enables users to exercise control over their own data by having to explicitly consent to cookies before the website can get any actual insights. So throughout this presentation, we've seen that cookies, with the objective of providing the user with a more efficient browsing, can sometimes act against your own privacy or even awareness. Nevertheless, don't forget that you are the ones clicking on the Accept button, and that nobody is forcing you to do so. Therefore, we hope that this small presentation will allow you to make a more conscientious as well as thoughtful decision the next time you're confronted with cookies. Thank you for listening, and best of luck with your presentations. Merci beaucoup et bravo.
pour cette excellente présentation. Donc, c'était Ria Belmeki, Laura Fayad, Martha Loul-Lopez, Johanna Mizrahi et Juan Perron-Celi du groupe Communication B. À présent, j'invite sur scène un autre groupe vainqueur. Il s'agit du groupe Énergie B, qui réunit Louis de Germay, Tim Librez, Joseph Prieur, Louis Tilquin et Benoît Tramois. Bienvenue à vous sur scène. Le thème de votre poster gagnant, c'est l'éco-immeuble du futur. Je vous invite à nous en faire la présentation. 31,2. Vous vous demandez peut-être à quoi correspond ce nombre. Essayez de le deviner ou attendez la fin de la présentation. Mais retenez bien, 31,2. En attendant, revenons au poster. En haut à gauche, on peut apercevoir un diagramme décrivant la consommation d'énergie finale par secteur en Suisse. On relève 30,3% pour le résidentiel. 30,3%, n'est-ce pas un peu excessif alors que la tendance actuelle est justement à la réduction de notre consommation énergétique? Et c'est là qu'intervient notre projet d'éco-immeuble. Pourquoi un éco-immeuble? Car il permet dans un même projet de rassembler différentes technologies tout en répondant à des enjeux sociaux et démographiques. On arrive donc à la problématique, en quoi est-ce que l'éco-immeuble permet-il de répondre aux enjeux de l'habitat? Nous allons donc voir dans un premier temps les technologies, puis les enjeux sociaux, et comme tout projet, des limites qu'il apporte avec lui. Laissez-moi maintenant vous présenter les solutions technologiques implémentées dans notre immeuble. Tout d'abord, nos panneaux solaires. Les nôtres sont monocristallins et ils présentent deux avantages principaux comparés aux panneaux polycristallins. Premièrement, ils ont une durée de vie bien plus élevée et ensuite, leur rendement est jusqu'à 30% plus fort. Selon Greenpeace, le solaire et l'éolien sont en effet les deux moyens de production d'électricité renouvelable les plus efficients à ce jour. C'est pourquoi nous avons aussi décidé d'implémenter des éoliennes sur notre immeuble. Les nôtres, vous pouvez le voir, sont verticales. Elles sont différentes en 3 points des éoliennes horizontales. Tout d'abord, elles prennent beaucoup moins de place, ainsi on peut en installer plusieurs sur un même toit. Ensuite, elles perturbent beaucoup moins le flux des vents, ainsi on peut capter le vent et produire de l'électricité à partir d'un vent de n'importe quelle orientation et n'importe quelle intensité. Finalement, elles perturbent beaucoup moins la faune et la flore. Finalement, parlons de l'isolation. Celle-ci, elle représente jusqu'à 50% de la consommation d'énergie globale d'un foyer suisse. C'est pour cela qu'elle est capitale. La nôtre, on l'a choisie en liège recyclé. C'est un matériau très efficace, en plus d'être 100% naturel et biosourcé. Le titre que nous avons choisi pour notre immeuble, c'est-à-dire l'éco-immeuble du futur, ne signifie pas que toutes les solutions implantées sont des solutions très technologisées ou encore très peu existantes. Au contraire, la plupart d'entre elles sont déjà présentes dans notre quotidien. Et parfois, ces solutions simples peuvent s'avérer être les plus efficaces. C'est ce que nous avons voulu représenter à travers 3 technologies que nous connaissons bien, les panneaux solaires thermiques, le récupérateur de l'eau de pluie ainsi que les toiles sèches. Tout simplement, utiliser le soleil pour chauffer de l'eau. C'est ce à quoi peut se résumer le solaire thermique. Et pourtant, ce moyen de production de chaleur dispose d'un très bon rendement et est très efficace malgré son prix. Il a tout à fait donc sa place dans les immeubles de demain. De même, dans un monde où aujourd'hui les ressources en eau potable s'épuisent, minimiser leur utilisation est un défi auquel se doivent de répondre les immeubles de demain. Et c'est ce dont pourquoi nous avons émis l'idée du récupérateur d'eau de pluie ainsi que des toilettes sèches. Enfin, une dernière technologie que nous connaissons bien et qui est déjà très largement implémentée à notre époque est la pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur est vieille pourtant de plus d'un siècle et encore aujourd'hui est un grand sujet de recherche et développement. Et c'est là où prend son sens le mot « futur » dans notre titre. Les pompes à chaleur implantées dans nos immeubles ne seront pas celles d'aujourd'hui, mais celles de demain. D'un point de vue extérieur, je pense que nous pouvons tous être d'accord pour dire que l'immeuble est plutôt esthétique. Et personnellement, je m'y installerais bien. Mais seulement, est-ce que l'intérieur concorde bien avec ce qu'il dégage de l'extérieur? Et bien pour y répondre, voici 4 de ses atouts sociaux. Premièrement, on vient de parler de l'extérieur, et bien justement, l'immeuble a été spécialement conçu pour fournir un accès à une bonne luminosité grâce à des grandes baies vitrées et aussi à une qualité d'air optimale avec les plantes disponibles sur le côté de l'immeuble. De plus,
Notre immeuble, qui tente à être le plus écolo possible, provoque inévitablement un grand sentiment d'appartenance et d'utilité chez nos locataires. Ils ont le sentiment d'agir ensemble pour l'écologie, ce qui les rapproche inévitablement par ce qu'on appelle le biais d'affinité. De plus, dans le cadre de l'actualité, nous proposons une solution très peu impactée par d'éventuelles crises énergétiques, grâce à ses faibles importations en eau, mais aussi en énergie. C'est un facteur qui devient de plus en plus important et qui peut clairement rassurer nos locataires. Et pour finir, le collaboratif tient une place très importante au sein de notre immeuble. Nous avons notamment importé un système de green screen qui donne l'état actuel de toutes les cuves, les températures des pièces, etc. et qui ainsi peut inciter les locataires à modifier leur comportement spontanément. Par exemple, ce soir, j'aurais bien pris un bain, mais en vue de l'état actuel des cuves d'eau chaude, je vais plutôt prendre une douche. Et pour finir, nous avons aussi implémenté un potager collaboratif où les parcelles ne sont pas clairement délimitées, où il est donc plus facile pour moi de demander une tomate à mon voisin, tandis que je lui propose moi-même une carotte. Mais revenons donc à notre problématique. Comment faire pour diminuer la consommation du secteur des ménages alors que la population sur Terre ne cesse d'augmenter? Eh bien, regrouper la population dans un immeuble comme le nôtre peut être la solution. En s'appuyant sur des technologies durables et avec une distribution intelligente des ressources, notre immeuble économise des énormes quantités d'énergie, ce qui fait la différence. Axé sur le bien-être, il protège ses habitants des crises énergétiques et promet de très bonnes conditions de vie. Vous vous rappelez du 31,2 ? Eh bien voilà, cela fait environ 5 minutes qu'on a commencé, et pendant ce temps, j'aurais pu faire plus de 31,2 fois le tour de la Terre en courant avec l'énergie consommée par le secteur des ménages en Suisse en 5 minutes. Et donc voilà, tout ça pour dire que l'on compte sur vous, les ingénieurs de demain, et qui sait, c'est peut-être l'un d'entre vous qui développera une technologie capable de révolutionner le monde et de le rendre meilleur. Merci. Merci. Ah oui, une petite photo s'impose là. Bravo. Ils sont très doués quand même, hein, donc je pense que ça vous met la pression, ou plutôt ça vous motive à voir ce qui se passe en 1 an de cours en Jeux mondiaux et vous devenez des bêtes de scène, donc c'est une autre motivation qu'on peut ajouter aux avantages de ce cours. Le thème, maintenant nous passons au dernier poster gagnant. Il est présenté ce soir par le groupe Mobilité B. J'accueille sur scène Valuti Karunakaran, Omar Magour, Francesco Tenenti, Elisabeth Weber et Roshan Yogendra. Bienvenue à vous. Vous allez nous parler de The Cycling Infrastructure of Amsterdam. Let's go. Hi everyone. So we're here to talk to you about Amsterdam's particularly developed bike infrastructures and how it impacts the daily lives of the individuals who can benefit from it. To start, we divided Amsterdam's population in 3 categories. First, the families and the adults in these families, then the more specific cases of the children and elderly, and at last we looked at Amsterdam's population in a more global sense, where we included students such as yourselves. I'll start off with the global population. Cycling in Amsterdam promotes a healthy lifestyle which reduces stress. This helps with one's mental health. Cycling in Amsterdam also benefits the economy. How, you may ask? Well, according to a study done by the Dutch Cyclist Union, cycling generates 19 cents of economic benefits per kilometer cycled. It does this by improving productivity, lowering healthcare costs, and lowering infrastructure costs. Cycling is also good on an individual level, as it helps people meet new friends, as it can be done in a group activity. Moreover, on a physical level, cycling is good for one's cardiovascular fitness, muscle strength, and muscle coordination. On a mobility sense, cycling is great for all of Amsterdam's visitors and residents, as it provides an accessible and affordable way to get around the city. Finally, for users with disabilities, it gives them a way to engage in activities which were once inaccessible. In 2017, 68% of all commutes to and from work were done by bike in Amsterdam. Compared to the US, only 0.6% of all workers bike to work. This is thanks to the great bike infrastructure in Amsterdam.
The first infrastructural advantage are the bike-friendly routes. In 2022, Amsterdam widened their bike routes by 2.5 meters to lower the stress during rush hour. Also, by 2025, 11,000 car parking spaces will be replaced by bike parking spaces, allowing everyone to find bike parking spaces, and also maybe forcing some adults to start going by bike. The great bike infrastructure has also impacted families. The convenient bike paths has allowed families to live further away from the city center. For example, they have one of the longest bicycle bridges over the Amsterdam Rhine Canal, called Neskio, which connects the suburb to the city center. However, there are some negative impacts, such as the difficulties of buying groceries. According to LeasePlan, Netherlands is the most expensive country to own a car, so most of the grocery shoppings are done by bike. Therefore, buying many items may require more than one trip. As one can see, the pro-bike policies and the bike infrastructure has contributed to many positive aspects. However, it has also impacted them and given some difficulties to adults and families. Mobility also plays a vital role in the lives of older individuals. It enables them to stay in contact with each other and to perform their day-to-day errands. These needs are recognized and addressed, as shown by the very high number of older individuals using bicycles as a means of transport in the city. The extensive biking infrastructure not only benefits the older population, but also provides to children and teenagers a safe and an affordable means of travel, which also fosters their independence, allowing them to commute to school and to their other various recreational activities, all while promoting regular physical exercise. This contributes to their overall health and well-being. Amsterdam's biking culture fosters community involvement by reducing car traffic in the city center and making more space for more environmentally friendly means of transport and social interaction opportunities. These opportunities are very valuable to both young people, since they help in their development, and to the elderly, who may otherwise experience isolation. All right. So, as we saw, living in a city with a really good bike infrastructure can and is going to affect the way you live and grew up in that city. Especially when you compare it to most of North American cities like Los Angeles or Toronto, for example. Although, and I hope that is, we all agree that biking is awesome and all the cities should have a really good biking infrastructure, it's not always as easy as we try to sell it to you. Take grocery shopping, for example. When you go grocery shopping in Amsterdam, you must adapt to the city itself. That means you cannot take your car, like most of big cities like Geneva or Lausanne, and go once a week buy a lot of groceries. You have to take the time, maybe 2 or 3 times a week, to take your bike, go in the city center, and buy a small portion of your groceries. All right, I thank you all for listening to us, and I really hope you enjoyed and learned something about bikes. Thank you. Thank you. Merci beaucoup et bravo donc aux membres du groupe Mobilité B du cours Enjeux mondiaux 2023. Bravo encore aux 3 groupes. Je pense qu'on peut de nouveau les applaudir, ces 3 groupes qui se sont présentés à vous. Et à présent, j'invite sur scène les lauréates et lauréats des 12 groupes à monter sur l'estrade pour la remise des prix de tous les posters, et ainsi que le professeur Rudolf Mahrer. Venez donc.
Voilà, faites-nous un bel arc de cercle, qu'on puisse faire des photos immanquables. Voilà, peut-être en arc, vous voyez, qu'on puisse vous voir tous et toutes. Je pensais qu'à l'EPFL, on savait ce qu'était un arc, mais peut-être que j'aurais dû faire EPFL, en fait. Peut-être bien. Voilà, allez-y. Oui, superbe. L'arc progresse. Merci. Et Rudolf, je vous laisse la place. Je voulais serrer la main de tout le monde, mais je réalise que l'arc est peut-être un peu long. Compte tenu du timing, je vais me contenter de vous féliciter oralement et on aura sûrement l'occasion de se voir et de serrer la main individuellement plus tard, et de remercier les services industriels de la ville de Lausanne en la personne de Baptiste Anti, grâce à qui vous ne recevez pas qu'un remerciement oral, même pas une poignée de main, mais un réel prix dont vous avez déjà connaissance, et mes félicitations. Ah. Et là, normalement, il y a une chorégraphie qui est dirigée par Rudolf, non? C'est pas? Ah non, bah oui, c'est là. Non. Merci beaucoup à toutes et tous. Vous pouvez vous rasseoir. Ben oui, c'était bref mais intense.